Bien, on y va. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à cette conférence. Tout d'abord, en mon nom personnel et au nom du Club Franco-Risque, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Il est encore temps. Alors, bien que cette année commence dans le prolongement de la précédente, qui a été marquée par l'apparition de cette pandémie mondiale historique, on peut penser qu'elle va s'en démarquer avec l'arrivée des vaccins et donc le début de solutions à notre sortie de crise. En tous les cas, c'est le vœu d'optimisme que je formule pour cette année 2021. Je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Alors, juste avant, une petite question technique. Vous avez reçu sur votre écran un chat. N'hésitez pas à partager votre lien avec les retardataires qui n'auraient pas pu s'inscrire à cette conférence. Ce webinaire, c'est donc le dernier de la série que nous avons commencé en novembre dernier sur les conditions de renouvellement des programmes d'assurance en Afrique francophone, dans ce contexte si particulier que nous connaissons, de crise sanitaire et de durcissement des marchés. Alors, je vous rappelle que le premier webinaire du 28 novembre nous avait permis de comprendre les attentes des risk managers face aux contraintes du marché exprimées par les assureurs et les réassureurs, et nous avait permis de mettre l'accent sur la nécessité de développer une véritable politique de prévention au sein des entreprises avec l'aide des courtiers. Au cours du deuxième webinaire, le 18 décembre, nous avons pu constater les difficultés de coordination entre les programmes internationaux et les polices locales, et notamment dans un contexte où les programmes internationaux apparaissent fermés aux risques exceptionnels. Nous avons pu apprécier quelle était l'attitude des assureurs africains par rapport aux assureurs du marché européen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question essentielle de la réglementation dans les marchés africains et en particulier de la réglementation CIMA, afin de voir comment les marchés peuvent s'adapter pour aller vers le développement de programmes panafricains pouvant éventuellement se substituer aux programmes internationaux. Alors, pour animer ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir nos panélistes habituels que vous connaissez bien maintenant et que je ne représenterai pas. Mais par contre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un nouvel invité en la personne de M. Étienne Saumian, qui va remplacer Laurent Gisardin. Alors, M. Étienne Saumian est directeur général adjoint d'Ascoma en Côte d'Ivoire et c'est un grand spécialiste des questions relatives au code des assurances CIMA. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre animateur de séance, Marc de Pomereau, qui va nous introduire le débat de ce webinaire. Marc, c'est à toi. Merci Gilbert. Bonjour à tous. Eh bien, c'est à nouveau un plaisir de pouvoir animer cette table ronde virtuelle pour évoquer ce sujet qui est un peu technique, mais qui correspond bien à une attente. Vous allez le voir, je poserai la question à Lilia Bellage. C'est vraiment une attente des risk managers et de l'ensemble de la communauté de bien comprendre ce qui se passe dans cette réglementation CIMA. C'est pourquoi il est important, pour pouvoir projeter l'avenir de ce marché de l'assurance dans cette partie de l'Afrique, il est important de bien comprendre la réglementation, de bien savoir ce qui se passe, où on va, et quelle est la stratégie et quelles sont les modifications qui sont en cours. Alors, pour ça, est-ce qu'on va-t-on aller vers le développement de programmes panafricains? C'est un peu ça la question qui est derrière cette problématique de l'évolution de la réglementation CIMA. Alors, sans attendre, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je vais poser d'abord, on va d'abord poser le cadre en demandant à Étienne Saumian
de bien vouloir éclairer nos échanges en début de cette table ronde, éclairer nos échanges sur l'évolution de la réglementation. Il nous est apparu qu'il était utile de demander à Étienne Sommian de nous rappeler en quelques mots le cadre, les objectifs de la CIMA et surtout de nous rappeler les décisions récentes qu'il est nécessaire de bien comprendre pour connaître, projeter le devenir de l'assurance et la gestion des risques dans cette partie d'Afrique. Donc, merci Étienne de nous présenter rapidement. Je sais que vous avez pas mal de slides, on ne va pas tous les passer, mais nous présenter rapidement le cadre de la réglementation CIMA aujourd'hui, avant d'entamer le débat avec les différents intervenants. Je vous laisse la parole, Étienne. OK. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Comme vous l'avez indiqué, je remplace Laurent Jujardin, qui n'a pas pu se joindre à nous. Très brièvement, au niveau des dispositions du code CIMA et du traité CIMA, je ne vais pas aller dans le développement parce que beaucoup de gens ont déjà suffisamment de connaissances là-dessus. J'ai fait juste, je dirais, un document qui présente brièvement quelques informations sur le code CIMA et le traité CIMA, mais je voudrais surtout, dans le cadre de notre entretien de ce jour, m'arrêter spécialement sur les réformes de ces dernières années qui ont modifié sensiblement, je dirais, la pratique, la manière de travailler, les adaptations que les différents opérateurs du marché ont pu faire ces dernières années. Donc, je vais donc demander à Viviane d'aller surtout sur la partie relative aux réformes. Oui. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est les adaptations des dispositions du code CIMA aux besoins des assurés, des professionnels du secteur et du contrôle. Et sur ce point-là, je voudrais surtout mettre l'accent sur 3 réformes, 3 règlements et décisions qui ont véritablement modifié, je dirais, le métier. Le premier, bon, peut-être quand je dis modifié par rapport aux sociétés ou aux entreprises européennes, ils en ont peut-être l'habitude, ils ont de l'avance, mais pour nous, c'est d'abord l'article 13 nouveau. Comme vous le savez, par le passé, nous avons des compagnies d'assurance qui enregistraient en termes de chiffre d'affaires des émissions. Et donc, on se retrouvait avec quelquefois des arriérés qui étaient très élevés et qui ne correspondaient donc pas à la richesse de l'entreprise. Beaucoup de difficultés pour payer les sinistres et donc le législateur a été obligé de modifier, je dirais, cet article du code qui oblige désormais aux entreprises, aux assurés, aux souscripteurs, aux preneurs d'assurance de payer la prime avant d'être couverts. C'est l'article 13 nouveau. Donc aujourd'hui, on dit que la prise d'effet de contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Fondamentalement, ça a changé les choses. Pour nous, courtiers, par exemple, lorsque nous approchons un client, lorsque nous avions présenté, par exemple, une offre avec une compagnie d'assurance, nous exigeons d'abord qu'il nous dépose le chèque avant d'émettre le contrat. On ne peut pas émettre le contrat si nous n'avons pas reçu la prime. Donc, votre contrat peut être à effet 1er janvier, mais tant qu'on n'a pas le chèque, on ne peut pas émettre le contrat. Et la garantie ne couvre pas. Ça, c'est d'abord la chose la plus importante, mais ça a modifié les habitudes. Dans un premier temps, ce que nous avons pu constater, c'est que dès l'avènement de cet article-là, le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance ont commencé à diminuer parce que les clients avaient changé leurs habitudes. Soit qu'ils décidaient de ne pas prendre un contrat d'assurance sur une année, mais de prendre pour 3 mois ou de prendre pour 6 mois. Voici des modifications. Donc, pour l'assureur que pour le courtier, désormais, au lieu d'avoir un seul contrat, on a des contrats de courte durée, des contrats de 3 mois, des contrats de 6 mois,
des contrats de 1 an. Pour les assureurs, c'est vrai que le peu qu'ils recevaient, ils avaient le paiement. Et donc, ils pouvaient avoir de la trésorerie pour faire face également aux sinistres qui seraient en rapport avec effectivement leurs émissions. Et c'est tant mieux pour tout le monde, ça arrangeait. Les habitudes venant fait que petit à petit, on est passé donc du chiffre d'affaires à une certaine augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, c'est un élément très fort. Il y a également, je passe au second. Donc, pour les assureurs, comme je dis, ça, je l'ai indiqué ici, interdit de faire du crédit. Et le deuxième élément important, réforme importante que je voulais indiquer ici, c'est l'article 308. L'article 308 également interdit l'assurance directe à l'étranger. Et donc, cette disposition-là, contrairement à ce qui se passait par le passé, compte tenu du fait que nos compagnies d'assurance avaient des difficultés pour payer des primes, les sinistres, avaient des difficultés pour faire face à des capitaux assurés élevés, beaucoup de risques se retrouvaient à l'étranger. Et dans l'objectif de faire en sorte que nos économies puissent avoir, je dirais, des ressources nécessaires à leur développement, et là aussi le législateur, après des analyses par rapport au niveau de cession de primes à l'étranger, a été obligé de légiférer également là-dessus. Et on fait en sorte que dans un premier temps, ça soit 50%, et puis maintenant, 75%, et maintenant, on est encore descendu à 50%. Il y a quand même un certain nombre de risques qui font une certaine particularité, parce que ce sont des risques de pointe ou des capitaux très importants. C'est par exemple tout ce qui est aviation, donc corps véhicule aviation, corps véhicule ferroviaire, corps véhicule maritime et autres, et des responsabilités civiles qui, ma foi, pour ces cas-là, on a décidé de laisser la main, par exemple, aux assureurs internationaux, parce qu'ils ont beaucoup plus de capacités pour pouvoir mutualiser tout ça. Mais la conséquence de ça, c'est que ce que j'ai pu relever, c'est que pour les assureurs et assureurs de la zone, ça leur donne un peu plus d'aliments. Pour les réassureurs également, c'est un appui exceptionnel pour leur permettre d'atteindre la taille critique, avoir suffisamment de ressources et également de pouvoir investir dans nos pays respectifs. C'est aussi pour les entreprises locales la possibilité de capter la totalité des risques simples et je dirais également des risques de masse au niveau de leur portefeuille. Mais pour cette réforme et pour les risques managers, on estime encore aujourd'hui, et peut-être à juste titre, que nos compagnies d'assurance, en retenant tout ça et même en prenant jusqu'à 50%, n'ont pas, je dirais, la surface financière, la capacité financière pour faire face à leurs engagements et cela constitue pour eux une véritable préoccupation. Il y a un petit tableau comparatif que j'ai pu faire et qui se retrouve là. Donc, comme vous le constatez, avant la réforme, nous avons par exemple toute branche 0 et puis les risques considérés comme étant des risques simples, 75%, c'est-à-dire accident, maladie, véhicule terrestre, assurance vie, 75% qui pouvaient être cédés. Et puis, pour les autres branches, police des dommages également, 75%. Et puis, les risques exceptionnels, notamment aviation, ferroviaire et tous, 100%. La réforme, après la réforme, les choses ont changé. Donc, vous avez un certain nombre de risques, d'accord, qui désormais ne peut plus être cédé. Et pour la cession à l'étranger, pour la police de dommages, par exemple, 50%, et puis pour les risques exceptionnels, les risques de pointe et autres, à 100%.
peut avancer. Viviane? Viviane, passons aux augmentations, l'augmentation du capital. Allô? L'augmentation du capital, les fonds propres. Au niveau des fonds propres, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, d'accord. Bon, je vais terminer par l'augmentation du capital. Bon, effectivement, au niveau de l'augmentation du capital, comme vous le savez, depuis le décembre dernier, les choses ont changé. Les compagnies d'assurance sociétaires anonymes devraient passer de 3 milliards à 5 milliards, les nouvelles sociétés à 5 milliards, et également pour les fonds propres, c'était 3 milliards. Mais la dernière décision du Conseil des ministres de décembre a reporté pour un certain nombre de points les décisions précédentes. C'est-à-dire, par exemple, on a octroyé un délai de 2 ans supplémentaires, par exemple, aux entreprises d'assurance du cadre pour finaliser la première phase, qui était de passer de 1 milliard à 3 milliards. Il y a également la reconduction pour une période de 3 ans supplémentaires de la dérogation spéciale accordée en 2013 à la Guinée-Bissau par rapport aux exigences réglementaires d'agrément et du capital social. Il y a également le report de 3 ans de la deuxième phase de l'augmentation du capital à 5 milliards des sociétés d'assurance et à 3 milliards pour les sociétés, pour les mutuelles, au niveau du fonds propre. Et enfin, la CIMA, le Conseil des ministres a décidé la suspension de la seconde phase de l'opération d'augmentation du capital à 5 milliards des entreprises vie. Ce que j'ai pu voir ici, c'est qu'au regard des échanges et éventuellement des discussions avec la CIMA, un certain nombre de compagnies d'assurance, notamment les groupes panafricains qui, ma foi, avaient pas mal de compagnies à travers la zone et quelquefois dans des pays où le chiffre d'affaires était relativement faible, la pénétration de l'assurance était relativement faible. L'augmentation du capital, par exemple, à 5 milliards était considérée comme quelque chose, un montant très élevé. Beaucoup de négociations donc ont pu se faire au niveau de la CIMA et donc à justifier le report de cela. Mais en contrepartie, j'ai le sentiment qu'on reporte, je dirais, l'augmentation du capital et on demande de l'autre côté aux compagnies d'assurance désormais de céder à la SICARE au premier franc une cession légale. C'est tout comme si, je dirais, les compagnies d'assurance obtenaient quelque chose, mais en retour, ils devraient également donner quelque chose, je dirais, à l'institution régionale. Voici un peu ce que je peux dire ici sur les dernières réformes. Il y a eu beaucoup de réformes, mais pour moi, ce sont les 3 réformes qui ont retenu véritablement mon attention. Merci. Merci Étienne. Cette présentation est indispensable. On renverra pour ceux qui ont besoin d'une documentation plus complète à cette présentation qui sera mise sur notre site du Club Franco-Risque et envoyée aux participants, comme celle-là été pour les fois précédentes. Et on peut aussi renvoyer à une présentation qui avait été faite l'an dernier à Deauville lors de la 7e convention du Club Franco-Risque, présentation qui avait été faite par le président de la FANAF de l'époque, Adam Andaï, qui était extrêmement clair aussi sur cette problématique de l'évolution de la réglementation CIMA. Donc, vous pouvez aussi aller voir cette documentation qui est dans le site du Club Franco-Risque et qu'on peut faire repasser à ceux qui pourraient le demander.
Donc, merci Étienne Saumian. Notre club est un club de risk manager. Évidemment, le risk manager, il est au cœur de la préoccupation de nos partenaires courtiers assureurs. Et donc, il me vient tout de suite envie de demander à Lydia Bellatch, en sa qualité de risk manager d'un groupe très implanté en Afrique et de sa qualité de juriste aussi, si il est nécessaire effectivement que des présentations de ce genre soient faites pour que l'on suive correctement la réglementation et surtout ce qu'elle attend de ce débat qui va venir, quelle précision elle souhaite voir et comment est-ce qu'elle entend que nous menions cette table ronde. Donc, Lydia, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marc. Je tiens à remercier Étienne pour cette présentation qui est détaillée, complète et qui nous permet un peu de nous situer, d'être à la page. La casquette Risk Manager implique des conformités, ce qu'on appelle communément le compliance, d'être diligent et de faire en sorte que l'ensemble des filiales dont on a la charge puisse être en conformité. Et aujourd'hui, CIMA nous parle, CIMA on vit avec, on a suivi justement les réformes de l'article 13 qui a eu un impact significatif et tu l'as bien relevé Étienne sur les flux et le paiement des primes et sur nos trésoreries et on le vit à chaque fois et c'est exactement ça, on demande aujourd'hui des paiements trimestriels, semestriels et non plus annuels pour pouvoir gérer notre trésorerie au niveau du renouvellement des contrats d'assurance, puisqu'aujourd'hui, l'impact assurance, c'est un budget. Nous avons différentes branches d'activité. Donc, vous avez la santé, vous avez la multirisque dommage, vous avez la flotte auto et toutes les garanties. Aujourd'hui, on nous demande de souscrire mieux, de souscrire en Afrique et de payer cash. Donc, aujourd'hui, on jongle sur cette partie et c'est dommageable, certes, même si derrière, on comprend qu'il y a besoin de ces compagnies d'avoir du flux pour pouvoir faire face au règlement des sinistres. Mais je partage ton opinion et ton analyse, c'est un effet boomerang et il faudrait trouver le juste milieu. Aujourd'hui, la nouvelle réforme CIMA sur les rétentions locales et la quote-part de l'argent qui doit rester dans le pays, on se pose une question directe et pratique en tant que risk manager, c'est ces intervenants. Ces strates, ces flux. Donc aujourd'hui, on a un assureur local, on a un courtier, on a un réassureur, on a un assureur master, on a un réassureur de l'ensemble du programme. Quand la rétention aujourd'hui qui passe de 75 à 50%, quel est l'impact aujourd'hui sur les coûts? Et quand je parle sur les coûts directs, c'est-à-dire au niveau de la prime, parlons directement. Quel sera l'impact sur nos programmes internationaux et sur nos programmes locaux? Et a-t-on intérêt aujourd'hui à avoir encore un programme international qui vient réassurer derrière quand on a un réassureur africain qui peut le faire? Donc aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir quel est l'impact de cette réforme sur le coût des polices d'assurance. Et allons plus loin, c'est aussi sur la conformité de nos programmes d'assurance. Aujourd'hui, la rétention obligatoire, elle est à 50%. Donc, il y a des programmes master. On paye les sinistres des fois sur la programme master, des fois sur la holding, des fois localement. On a bien compris le schéma du paiement de la prime. Nous, on paye notre quote-part locale directement dans le pays de la filiale. Il y a tout un moulinage qui se fait entre le courtier, l'assureur, le réassureur derrière du traitement de cette prime que nous ne voyons pas. Et nous avons besoin de savoir si au final, l'assureur qui supporte le risque à majorité, donc aujourd'hui on va dire à 50-50, et c'est pour ça qu'on ne parle plus de fronting, mais de co-assurance pour moi. On a plusieurs assureurs, on a un assureur local, un assureur international qui co-assure ensemble un programme, une quote-part sur le marché africain et une quote-part sur le marché international, donc beaucoup d'acteurs. Donc, cette prime que nous, on paye 10, au final, il reste combien pour payer notre sinistre? Et notre sinistre, il sera payé comment? Donc, voilà deux préoccupations. La conformité du montage de nos programmes. Doit-on rester sur ces schémas-là? Doit-on passer sur des schémas 100% africains? Et dans ce cas-là, où se place l'assureur master, le réassureur aussi master? Et ma dernière question, sommes-nous en conformité
sur les problématiques CIMA, nous, société de droit africain en zone CIMA. Que doit-on faire pour rester en conformité et quelles sont les alertes que vous pouvez nous donner? Attention, vous procédez comme ça, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit sur le règlement des sinistres. Merci Lydia. C'est comme ça qu'il faut poser les questions. Les risk managers, ce qui les intéresse, c'est les primes et les indemnités et la conformité qui va avec. Alors, messieurs les assureurs, maintenant, vous allez donner les explications que Lydia attend pour savoir si effectivement on y va et si on va aller vers éventuellement des programmes panafricains. C'est bien la question que pose Lydia. Est-ce que ce montage complexe, il doit se simplifier? Alors, le premier à qui je vais poser la question, c'est Étienne de Varax, parce qu'il représente l'assureur international qui intervient qui suit ses clients internationaux, mais aussi qui intervient sur les clients africains directement, en particulier au Maroc, si j'ai bien compris. Et puis, il est aussi, quelque part, HDI, c'est aussi Hannover Re, donc il a aussi cette position de réassureur. Et on sait que l'évolution de la réglementation CIMA, elle concerne au premier chef la position des rassureurs étrangers. Donc, je pense qu'il est important qu'il présente cette position. Quelles sont les préoccupations aujourd'hui de HDI, puisque c'est HDI que Étienne représente, quelles sont les préoccupations d'HDI? Quelles sont les attentes face à cette évolution de la réglementation? Donc, voilà, Étienne, je te passe la parole sur ces questions d'attente de cet réassureur que tu représentes. Bonjour à tous, merci Marc, merci Étienne pour la présentation effectivement de la zone CIMA qui a bien mis en avant 3 points essentiels tels qu'on a pu les situer. Et puis je garde en tête ce que disait Lydia, c'était effectivement la préoccupation très concrète de est-ce que les choses marchent et est-ce qu'elles sont aujourd'hui effectivement viables et conformes. Peut-être la première question exprès que je poserai en avant par rapport aux 3 points qui ont été rappelés par Étienne, c'est est-ce que finalement, ce qui a pour but naturellement de faire en fait, qu'une zone soit plus importante sur le plan économique, notamment sur le plan d'assurance, est-ce que cela donne des résultats aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que les rétentions obligatoires font qu'il y a effectivement plus de richesses qui restent dans la zone? Je pense que ce serait un point qui serait intéressant à savoir. Ou est-ce qu'effectivement les rétentions qui se sont mises en avant font qu'en réalité, il sort à peu près la même chose en termes de primes qu'auparavant, mais plus exactement de la même façon, peut-être plus par des traités ou par des facultatifs. Bon. Je laisse le point parce que je pense que c'est un point qui serait intéressant et sur lequel, honnêtement, je pense que par exemple Serge pourra nous dire ce qu'il en est pour un grand groupe qui a une présence en Afrique. Est-ce que ça a changé la donne pour lui? Pour le réassureur que je suis, je le vois moins. Après, je voudrais juste aborder peut-être trois points très rapidement. C'est-à-dire, en fait, effectivement, quel est l'intérêt des entreprises aujourd'hui, tel que je le conçois moi, qui essayent de les servir tant, comme tu l'as rappelé Marc, pour des entreprises qui sont entreprises grands groupes qui viennent en Afrique que pour des groupes africains. Ensuite, peut-être un tout petit point sur la zone CIMA telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, force et faiblesse telles que moi je les vois. Et puis je donnerai quelques pistes en 3e point par rapport à ce que je penserai des évolutions. Mais je sais que notamment Serge, par exemple, et Étienne pourront avoir leur regard, eux, qui est à partir du terrain tel qu'ils le vivent en Afrique. Et ça sera intéressant de croiser. Si je passe rapidement sur le côté de l'intérêt des entreprises, par rapport à ce que Lydia dirait, et par rapport à ce que Gilbert a dit aussi en entrée, personnellement, je ne ferai pas d'opposition entre programmes panafricains et programmes internationaux. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie d'un tout qui rejoint la possibilité de servir au mieux les entreprises, que ce soit des entreprises européennes qui viennent en Afrique ou des entreprises qui sont entreprises africaines qui peuvent avoir plutôt une zone africaine, mais qui demain seront des champions qui vont bien au-delà de l'Afrique et qui n'auront pas besoin que de programmes panafricains. Si on pense déjà aux grandes entreprises africaines, certaines d'entre elles débordent largement des frontières de l'Afrique, donc la question de leur protection de bilan, ce n'est pas résumé à la question de l'Afrique. En ce sens-là, c'est comme des comptes aujourd'hui qui sont des comptes européens avec une dimension internationale. Et tant mieux. Après, je dirais qu'il me semble personnellement que la formule qui sert aujourd'hui bien encore les intérêts d'un grand groupe, alors qu'il a une activité internationale, c'est effectivement un programme qui est un programme international intégré. Et je reste sur ce qu'a dit Lydia. Personnellement, je pense que la formule, qui est la formule toujours souhaitable, me semble-t-il, c'est la formule effectivement avec une police mère, avec des caractéristiques centrales, et puis une déclinaison de police locale. Si on dit cela, c'est aussi probablement le socle pour un point qu'on prendra avec Gilbert plus tard, qui est de dire que les programmes intégrés permettent d'avoir des rétentions actives à l'horizon 6, qui est un point très important, à mon avis, pour l'Afrique à l'avenir. Si on veut avoir ça, il faut des appériteurs forts. Et Étienne a dit tout à l'heure, en Afrique, c'est une question qui reste vraie aujourd'hui.
Et puis, je dirais, il faut des apériteurs qui ont un bon bilan, une bonne notation et qui sont capables de déployer à l'international. Ça serait peut-être mon tout premier point sur l'intérêt des entreprises. Sur la zone CIMA, ma réflexion, c'est de dire que je trouve qu'il existe une zone et que la zone CIMA, c'est une richesse pour l'Afrique. Parce que je trouve exceptionnel que la zone qui est la zone CIMA ait réussi à construire une communauté de pays, qu'elle ait réussi à avoir une réglementation unique et qu'elle a réussi à bâtir des outils. Et en ce sens-là, l'Afrique anglophone, par exemple, ne l'a pas fait. Et donc, je trouve que c'est une bonne base. Je trouve que, par exemple, nous, en tant qu'Européens, on a aussi quelque chose qui est aujourd'hui l'Union européenne et on sait le rôle que ça joue. C'est une zone avec un certain type de fonctionnement et c'est une zone qui vise aussi à lutter contre deux autres zones économiques et à garder une certaine richesse. Donc, personnellement, le fait qu'il y ait la zone CIMA, je trouve que c'est effectivement un point qui est un point intéressant. Toute la question qui est en jeu, c'est est-ce que dans cette zone, on arrive à faire sortir des champions forts, plus forts que ceux encore qui existent aujourd'hui, avec de vraies rétentions, voire mon point d'entrée. Et donc, aujourd'hui, ça rejoint ce que disait Étienne tout à l'heure, il n'y en a probablement pas assez. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire effectivement pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas assez et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas éventuellement la surface qui va satisfaire les entreprises, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de forte rétention pour nous, les aides rassurantes, on peut faire des cédantes qui sont de bonne qualité, pourquoi est-ce que, comme l'a rappelé Étienne, il faut faire un peu des acrobaties sur le plan de la trésorerie, et pourquoi est-ce que ces joueurs sont aussi effectivement dans une zone qui est compliquée, avec notamment la réglementation bancaire qui ne les affaiblit pas aujourd'hui, peut-être autant quelquefois qu'on le dit, mais qui quand même les gêne énormément dans le fonctionnement. Et donc, en ce sens-là, ils sont souvent très dépendants de la réassurance. Et si je viens pour essayer d'être rapide sur ce que je vois être l'intérêt de tous, personnellement, je pense qu'encore une fois, pour les entreprises, les programmes intégrés ont leur valeur. Le fait des programmes panafricains, mais plus internationaux aussi, ça a du sens également à l'avenir. Et la question que je me poserais, c'est de dire, du coup, comment est-ce que ça peut évoluer dans la zone? Et personnellement, pour ouvrir un peu le débat, il me semble qu'une formule qui pourrait être envisagée, c'est de toujours laisser la réassurance libre, vraiment, et pas d'avoir un empilage qui peut quelquefois être artificiel, parce que la réassurance libre, ça veut dire que pour nous qui apportons des programmes importants en Afrique, ça veut dire qu'on aura une logique de pouvoir continuer à faire ces programmes, et ça participe d'une dynamique et une notion de faire évoluer le marché africain. Et d'autre part, par rapport effectivement aux programmes d'entreprises africaines, comme ça que représente NIDIA, si la réassurance continue de bien fonctionner, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous aurez des joueurs qui seront bien protégés, vous aurez une fiabilité d'ensemble qui sera meilleure. Et si ce n'est pas trop compliqué, il n'y aura pas des couches successives trop lourdes à rémunérer. Et ça devrait plutôt aussi faire qu'au total, pour servir les entreprises africaines, ça veut dire qu'aussi on pourra faire émerger plus de programmes localement si on peut les réassurer et avoir une logique de progressivité. Ça devrait convaincre aussi les autorités de place que c'est possible. Et juste pour finir, le dernier point, et pour moi, c'est de dire que ce qui serait souhaitable, c'est que du coup, de préférence dans la zone CIMA, on ait la possibilité d'avoir quelque chose comme on l'a en Europe, c'est-à-dire d'avoir une libre prestation de services. Et il me semble que s'il y avait une libre prestation de services au service des entreprises, ça permettrait à des groupes africains comme Globus, par exemple, d'avoir plus de rationalité, d'avoir des surfaces plus grandes à partir de certains pays. Je ne pense pas que les pays perdraient parce que selon les champions nationaux, les apparitions se feraient de tel ou tel pays dans la zone CIMA. Ça conserverait le côté qu'est le côté d'avoir un seul règlement et d'avoir un seul, effectivement, régulateur. Et ça devrait permettre de gagner progressivement, comme ça s'est fait effectivement dans d'autres zones, en surface locale, et d'avoir des joueurs qui sont au total plus forts, ce que nous, on souhaite en tant que réassureurs, qui servirait mieux les entreprises. Voilà ma thèse d'ouverture, si vous voulez, sur le parcours tel que je l'envisagerais. Merci Étienne. C'est bien, on est positif, on voit les choses à venir. Et donc, et puis, bon, tu renvoies sur Serge Azéladé, c'est logique, normal. Donc, on va maintenant donner la parole à Serge parce que ensuite de quoi on pourra débattre et voir si on est d'accord avec ces positions optimistes. Donc, Serge, je voulais citer cette phrase que le président Adam Mandaï avait mis dans sa présentation de la semaine dernière, cette phrase de Darwin, qui dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Et je crois que ça correspond bien à propos que Serge va nous donner sur l'évolution de la réglementation telle qu'il la voit lui. Et donc, Lydia a tout à l'heure évoqué ce terme de co-assureur plutôt que de fronteur. Et donc, je voudrais bien demander à Serge ce qu'il pense de cette évolution. Est-ce qu'effectivement, comme le suggère Étienne, ces assureurs africains que tu représentes par le réseau Globus, est-ce qu'ils sont aujourd'hui prêts à devenir des co-assureurs et plus des fronteurs? Merci Marc et bonjour à tous.
Donc, en fait, je crois que avant d'arriver, parce que je vois deux solutions, hein, mais avant d'arriver à ces deux solutions, il me semble suffisamment important, d'ailleurs, d'abord de rappeler un peu le contexte, au-delà de ce que Étienne Sommière nous a donné tout à l'heure comme fait réel et de l'évolution de la réglementation. Il faut comprendre d'abord la philosophie, la politique du régulateur en zone CIMA. Les réformes, qu'est-ce que ces réformes-là recherchent en fait? Elles sont destinées, premièrement, à augmenter la rétention des primes dans la zone CIMA. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord se rappeler. Ensuite, renforcer le capital social des assureurs et développer des investissements dans les pays de la zone. Et donc, le but ultime, et je réponds donc à cela à Étienne de Varas, le but ultime qui est recherché, c'est de créer un marché qui soit plus robuste. C'est en fait de constituer des sociétés plus fortes, des sociétés qui soient résilientes, des assureurs qui soient capables, n'est-ce pas, de couvrir les grands risques et de mieux collecter les primes. En fait, si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas les textes. Il faut comprendre cette philosophie-là, c'est absolument important. Et une fois qu'on a dit cela, il faut comprendre que les restrictions dans la zone CIMA, dans ces pays-là, les pays restent, en dépit de ces restrictions, ces pays demeurent des pays importateurs très importants de services d'assurance. D'où, donc, et c'est ce qu'on voit dans la réalité du terrain, c'est qu'il y a encore beaucoup d'importations de produits d'assurance. C'est-à-dire que les programmes internationaux, Étienne de Varas disait tout à l'heure, donc sont effectivement donc amenés par les grands assureurs internationaux parce qu'ils doivent accompagner leurs clients en Afrique. Et c'est en cela qu'on dit que les assurances sont encore beaucoup importées. Et une autre réalité du terrain, c'est que malgré toutes ces restrictions, on observe quand même que les acteurs au niveau en Afrique, il y a un manque d'efficacité, un manque de compétitivité. Ça, c'est ce qui justifie aujourd'hui que nous ayons un maillage à la fois d'assureurs locaux et de partenaires internationaux en matière d'assurance. Parce que il y a une différence entre les restrictions qui sont imposées et la réalité du terrain. Et donc, tant que cette réalité-là restera telle qu'elle est aujourd'hui, on aura toujours et encore besoin des réassureurs internationaux dans le cadre des programmes internationaux. Alors, du coup, quelles sont les solutions aujourd'hui? Parce que ce que le régulateur recherche, c'est en fait que les assurances soient placées à 100% sur la zone CIMA. Mais comment on va arriver à cela? Moi, je vois deux pistes de solutions. La première des solutions, c'est d'abord la professionnalisation du métier de l'assurance en Afrique. C'est la clé, il faut arriver à cela. Donc, si les compagnies d'assurance en Afrique doivent accélérer leur professionnalisation. Et cette professionnalisation passe par le fait de mettre d'abord le client au centre. Le client doit être au centre de toute la stratégie d'une compagnie d'assurance. Donc, et je dis deuxièmement, cette professionnalisation passe également par la formation de qualité du personnel, en commençant par les services prévention. On doit avoir un service prévention pour l'analyse des risques qui soit suffisamment musclé. On doit avoir également donc un service de souscription suffisamment capable de tarifer au juste prix. Et on doit également avoir un service sinistre digne de ce nom-là. Donc ça, c'est comme cela qu'on va arriver à cette professionnalisation parce que, vous savez, le métier d'assureur ne s'improvise pas. Et également, troisième point également, c'est la tenue de ses engagements. La tenue de ses engagements veut dire ce qu'on attend d'un assureur. Ce qu'on attend d'un assureur, c'est qu'il puisse payer les primes, il puisse payer les sinistres lorsque la garantie est acquise. Ça, c'est donc le point de la professionnalisation, à mon avis, est incontournable si on veut devenir des véritables co-assureurs dans les placements. Deuxième solution, c'est la capacité à innover. La capacité à innover dont les besoins, et donc à s'adapter. Donc, je rebondis et je partage donc l'avis d'Adaman Diaye que Marc a cité tout à l'heure. Donc, la capacité à s'adapter, la capacité à innover dans les montages et dans les besoins des clients. Chez Activa et le réseau Globus, nous pensons que l'avenir de l'assurance en Afrique appartient au groupe panafricain.
des groupes qui sont capables d'apporter des solutions globales aux clients qui ont des problématiques de plus en plus globales et des risques qui sont multi-pays. C'est la vision de Richard Lowe, le président du réseau Globus. C'est même l'essence même. C'est ce qui a poussé à la création du réseau Globus. Et donc, on n'est pas les seuls. Heureusement, il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. Il faudrait qu'il y ait en Afrique qui émergent des groupes panafricains en matière d'assurance. Et c'est dans cela, et ça va répondre aux besoins d'Étienne Desbarats, parce qu'en cela, on aura des véritables acteurs avec qui on pourrait discuter, échanger, et des véritables co-assureurs dignes de ce nom-là, porteurs de risques, et non pas juste des accompagnateurs, mais des véritables porteurs de risques qui analysent le risque et qui peuvent tarifer à leur juste mesure, et qui serait un élément de sécurité pour nos partenaires et assureurs internationaux qui placent ces risques en Afrique. Exemple, il faut se dire la capacité, au-delà simplement des programmes internationaux, mais des programmes panafricains aussi. Il y a des programmes panafricains vont arriver. Vont arriver pourquoi? Parce que c'est l'avenir aussi. Il y a de plus en plus en Afrique des groupes qui émergent. Et ces groupes qui émergent ont des visions panafricaines, que ce soit des entreprises qu'on voit, des entreprises nigérianes, des entreprises marocaines, des entreprises sud-africaines, des entreprises même kenyanes. Donc, ont des visées de pouvoir s'étendre sur la globalité de l'Afrique. Et fort de cela, vous avez aussi un projet qui va devenir dans les 10 ou 15 prochaines années, qui va devenir de manière concrète réelle, c'est le projet de l'accord de libre-échange entre les pays africains, la ZLEC. Et à partir de là, Étienne Desbarats, je réponds aussi à ta préoccupation, c'est que cet accord-là vise non seulement à renverser les barrières douanières, mais aussi, n'est-ce pas, à libéraliser les échanges entre les pays africains. Donc, on arrivera, je crois, à une situation où on pourra donc avoir un marché de l'assurance qui soit ouvert, donc avec des libres prestations de services et des libres établissements également, une sorte de passeport africain de l'assurance qui servira à l'ouverture du marché. Donc, avec cela, je vais simplement dire que le potentiel du marché est énorme. Le potentiel du marché est énorme, on le sait tous, mais il n'est pas suffisamment exploité. Il est encore embryonnaire. Et tant qu'il restera embryonnaire, nous aurons toujours besoin d'avoir nos partenaires internationaux, les réassureurs internationaux, pour nous accompagner dans les montages des programmes. Donc, il n'est pas question de dire aujourd'hui, voilà, on voit d'un côté les programmes panafricains qui viennent s'opposer aux programmes internationaux. C'est un marché où on a besoin de l'ensemble des partenaires, mais chacun restant dans son créneau et les compagnies africaines évoluant, s'adaptant aux nouvelles donnes et se professionnalisant, s'équipant pour pouvoir répondre aux standards internationaux. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu sur ce point-là avant qu'on ouvre le débat. Voilà, Marc. Merci. Merci, Serge. On a à nouveau cette vision optimiste, hein, et ça, on est vraiment content que le club, avec ses 3 webinaires, amène à ça, à dire qu'il y a une vision optimiste de l'Afrique. Je voudrais, pour répondre encore à la question de Lydia, donner maintenant la parole à Étienne Saumian, parce que le courtier qu'il représente à SCOMA, il est extrêmement important dans ce contexte qui évolue, qui est nouveau, qui change de cette Afrique un peu faite de quantité de pays dans lesquels il faut passer de l'un à l'autre, etc. Donc le rôle du courtier est extrêmement important. Et comme on n'est pas encore arrivé à ce monde merveilleux des programmes panafricains qui tournent bien, etc., comment Étienne, comment sur le terrain, vous arrivez à concilier à la fois le placement sécurisé, les contraintes de la rétention, les exigences de l'optimisation du budget, donc les 3 points que Lydia évoquait. Comment est-ce que vous en sortez, vous, courtier? Donc, merci Étienne de répondre à cette question. Il faudrait remettre le micro, Étienne. Vous avez coupé votre micro. Voilà. Merci. Comment concilier les placements sécurisés, les contraintes de rétention et les exigences budgétaires? Mais en fait, tout ça, ces 3 points sont des points très importants. Comment nous, à SCOMA, par exemple, nous procédons? D'abord, je voudrais indiquer que
Les programmes sont essentiellement des affaires qui portent sur des risques de grande ampleur. Nous avons par exemple les ouvrages d'art, les ouvrages de génie civil, les usines de production d'électricité ou des stations d'épuration et tout. Donc, c'est des gros risques. Et ces gros risques ont comme point commun, je dirais, des capitaux très élevés qui nécessitent beaucoup de technicité de la part des différents acteurs, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que courtiers et l'assureur local. Et donc, pour ces différents points-là, il est important pour nous de faire, je dirais, premièrement, une première évaluation. C'est-à-dire, sur ces dossiers importants au niveau du placement, pour nous, notre premier choix ou notre orientation, c'est vers les sociétés ou les groupes panafricains. Des grands groupes qui ont de la capacité financière, des grands groupes qui ont quand même, je dirais, en termes de ressources humaines, des personnes de bonne qualité. Et ça, très souvent sur nos marchés, on rencontre des difficultés, pas parce qu'il n'y a pas d'acteurs, mais ces programmes-là sont souvent des programmes qui sont élaborés en amont par des risk managers avec des instructions qui sont données aux courtiers et qui, quelquefois même, le risk manager ou le courtier international a déjà choisi l'assureur local. Donc, au regard des informations que nous recevons, des instructions, nous essayons donc d'avoir, je dirais, la validation des différentes parties, donc l'assureur local. Et donc, si les instructions russiennes au regard, par exemple, je dirais, du respect de la rétention, du respect, je dirais, des commissions à payer et également du respect du paiement de la prime, comme le stipule le Code des assurances, à ce niveau-là, pour nous, Ascoma, et pour nous, courtiers, les choses deviennent beaucoup plus simples. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Les instructions, quelquefois, ces instructions-là, ou du moins le placement nous a été demandé par quelqu'un, par un partenaire, par un correspondant qui, lui, ne connaît pas le marché. Et c'est là que véritablement, nous, en tant que courtier local, nous essayons de jouer notre rôle d'acteur du terrain. Et là, nous allons vers des assureurs, nous sollicitons des assureurs, nous présentons, je dirais, les conditions de placement de l'affaire, mais notre choix prioritairement, c'est vers des grands groupes. La difficulté que nous avons au niveau de ces placements, c'est que ces grands groupes qui sont très compliance parce qu'ils sont soumis à des contrôles de leur maison mère, voudraient que tout le processus de placement soit respecté. Le premier point, par exemple, c'est que pour placer, par exemple, je prends un exemple, je veux placer une affaire chez AXA. Cette affaire-là, AXA voudrait regarder si ça rentre dans sa politique de souscription. Il peut estimer que pour ce risque-là, il ne peut pas s'engager. Or, pour moi, c'est l'assureur qui véritablement devrait porter ce risque-là. Mais il n'en veut pas parce que ce n'est pas profitable. Ou alors, du point de vue statistique, du point de vue sinistralité, il estime que ce type de risque ne le convient pas. Donc, je veux sécuriser, je vais vers un assureur que j'estime être à mesure, avoir la capacité financière de m'accompagner, mais il n'est pas intéressé. Ou s'il est intéressé, il a des conditions telles que mon partenaire ou mon donneur d'ordre n'accepte pas ces conditions-là. Je vais vers donc un autre assureur.
Et très souvent, de par, je dirais, les exigences ou la position du preneur d'assurance à travers son risque manager ou alors à travers son courtier, je parle du plus important, de l'assureur le plus crédible, à des outsiders. Et ça, en termes de sécurisation, ça gêne énormément. Dans ces conditions-là, lorsque, par exemple, nous avons pu placer les 50% et que la réassurance prend les 50 autres % laissés à l'initiative du preneur d'ordre et son courtier, les 50% que nous retenons sur le marché, nous essayons d'accompagner cet assureur à des placements sécurisés. Donc, nous l'accompagnons pas en prenant la main, mais on cherche à savoir au niveau de sa capacité de souscription prise en compte dans son traité de réassurance, jusqu'à combien il peut prendre. Je prends un exemple, j'ai une rétention de 50% qui fait 50 milliards, alors qu'il y a une capacité de souscription de traité qui est par exemple de 5 ou 6 milliards. Il y a donc une différence qui va faire de la réassurance facultative certainement dans la zone. Et il faut que nous soyons rassurés que ce placement-là, il le fait auprès des réassureurs qui sont des réassureurs que nous jugeons plus ou moins crédibles. Donc, on va chercher à savoir est-ce qu'il est intéressé, par exemple, à Africa Re, mais malheureusement, il se trouve que très souvent aussi, il y a des cumuls parce que Africa Re a eu déjà une part dans son traité et donc ne voudrait pas prendre plus de ceci, plus de cela. Et toute la difficulté est à ce niveau pour chercher à savoir si les 50%, comment ça a été placé et passer donc à la phase supérieure, à la phase suivante. C'est la première difficulté, ou du moins la première approche que nous avons en termes de sécurisation. Lorsque nous avions fait cette partie-là, la deuxième partie qui consiste maintenant donc à faire en sorte que nous ayons vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à l'opération, les slips de réassurance signés, de manière à être certain que l'opération a été bouclée. Ensuite, nous veillons à ce que le paiement qui a été effectué entre les mains de l'assureur puisse, dans les meilleurs délais, être transmis, être rétrocédé aux réassureurs. Et donc, nous allons demander également à ces réassureurs de nous transmettre, par exemple, je dirais, leur facture, de manière à transmettre à l'assureur et faire en sorte que le paiement puisse se faire dans les meilleurs délais. Et très généralement, ce que nos partenaires nous demandent, c'est de faire en sorte que dans les 30 jours après le paiement, que également la prime de réassurance puisse être reversée. La difficulté, c'est que et la lenteur qui peut se présenter à ce niveau-là, c'est que quelquefois, premièrement, pour avoir le slip de réassurance signé, lorsque c'est plusieurs réassureurs, ça met du temps. Et deuxièmement, lorsque, ma foi, ces slips ont été signés, qu'on a transmis à l'assureur pour qu'il puisse effectivement effectuer les reversements avec comme preuve donc les slips signés, il faut également avoir la chance de se trouver à une période où la zone n'est pas en déficit de devises. Et ça, s'il y a des déficits de devises, non seulement le taux de transfert serait élevé, mais en plus de cela, en termes de délai, on ne pourrait pas respecter le délai. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans notre zone, notamment au niveau de la zone Afrique de l'Ouest, donc BCAO, UEMOA, le délai pour faire le reversement, donc avoir toutes les formalités validées par la Banque centrale et donc faire le paiement, très généralement, on est dans la période de 1 mois. On s'arrange toujours à être dans des périodes de 1 mois. Donc, cette partie-là, lorsque nous avions effectué, maintenant, la deuxième partie, c'est au niveau des sinistres, lorsqu'il y a éventuellement des sinistres. Et très honnêtement, lorsqu'il y a des sinistres, cet ensemble, avec nous, comme accompagnement
de notre partenaire, mais aussi en tant que gestionnaire des contrats, nous travaillons à ce que le délai d'instruction du dossier soit relativement court. Mais il arrive souvent que sur des dossiers, sur des gros dossiers, je ne citerai pas le groupe Bolloré, il peut se trouver que ces paiements-là mettent énormément de temps parce qu'il y a des rapports d'expertise qui mettent beaucoup de temps parce que le risque est un risque de pointe et parce que c'est un risque de pointe, nous n'avons pas toujours les experts sur place. Ils viennent de l'extérieur pour faire ces missions-là et tout ça met énormément du temps. Mais lorsque les parties se mettent d'accord sur le quantum, très généralement, pour ce qui est de ASCOMA, pour lesquels les placements sont plus ou moins sécurisés, nous avons pu obtenir pour nos clients des paiements dans des délais raisonnables. Donc, c'est un peu le process que nous avons plus ou moins sur ces risques-là. Et il faut reconnaître que les assureurs sur notre zone et surtout avec les partenaires ASCOMA, ces partenaires sont quand même respectueux de leurs engagements. Ce que nous faisons chaque année comme exercice, c'est que pour nous, nous évaluons nos partenaires au début de chaque année, ou du moins à la fin de chaque année. Nous évaluons nos partenaires par rapport à leur diligence, par rapport à leur capacité à répondre dans des délais plus ou moins raisonnables, des saisines en termes de production ou en termes de sinistres. Et lorsque nous faisons ces évaluations-là, toutes les compagnies qui pourraient se trouver, par exemple, en difficulté parce qu'ils sont soit sous administration, ils seront sous administration provisoire ou, par exemple, ils sont sous surveillance, nous les sortons de notre partenariat de manière à ne pas nous exposer par rapport, je dirais, à notre responsabilité de choix du partenaire. Donc, il peut se trouver que, par exemple, si nous avons travaillé, nous avons le marché ivoirien, il y a près de 21 compagnies d'assurance, mais nous travaillons à peu près avec une douzaine. Et il se trouve que d'un exercice à un autre, on peut se retrouver avec 8 parce que nous avons le sentiment qu'il y a 2 ou 3 qui ne répondent pas aux exigences, à nos exigences à nous, en termes de diligence du paiement des sinistres et tout. Et donc, on décide de ne pas travailler avec eux ou alors de réduire le volume d'affaires que nous avons avec ces compagnies-là. Et ça fait que nous sommes obligés progressivement, quelquefois, de déplacer le portefeuille en fonction de leur qualité et en fonction des exigences de nos partenaires vers les compagnies qui sont beaucoup plus crédibles, qui ont de la capacité et qui aussi acceptent de porter ces risques. Merci Étienne. Je crois que c'est parfaitement clair. Le rôle du courtier, il est central, il est fondamental dans cette situation évolutive en plus. Le temps tourne, il y a un certain nombre de questions qui apparaissent dans le chat, que moi je ne vois pas malheureusement, mais que Gilbert voit, donc qui va les annoncer, parce que ça va être l'occasion de débattre un peu. Je veux dire, il y a 2 points qu'on veut vraiment mettre en avant pour conclure un peu ce séminaire. C'est qu'il y a un problème de devise. Étienne en a parlé, tout va bien jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'argent pour payer. Donc les sinistres, il y a 2 points. Il faut pouvoir payer les sinistres et pour ça, il faut pouvoir sortir des devises. Les assureurs et réassureurs, ils ont le même problème de remontée de devises. Donc ce sujet, il faut qu'on en parle un petit peu. Et puis le deuxième point, qui sera peut-être l'objet d'autres webinaires plus tard, c'est celui de l'expertise. On dit qu'il faut bien évaluer les risques, c'est ce que Étienne a dit, il faut bien évaluer les risques, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables, 1, d'apprécier ces risques et 2, de pouvoir expertiser quand un sinistre se produit. Donc, nous avons prévu maintenant de débattre un peu. Je pense qu'avant de redonner la parole à Lydia, je laisse Gilbert présenter les questions qui apparaissent sur le chat. Oui, Marc, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions qui ont trait justement sur les avantages des programmes panafricains. Quels sont ces avantages? Et en fin de compte, est-ce que la co-assurance CIMA impose toujours la garantie de l'appériteur?
et qui impose toujours la garantie de la périture, constitue encore un frein à la coassurance régionale. Mais il y a une question relative à la trésorerie dont on parlait, puisqu'une question est posée sur les police masters. Sommes-nous toujours obligés de payer pour les police masters la prime sur l'assureur principal à l'étranger? Pourquoi ne pas juste payer sur le fronteur local? Les transferts sur l'étranger génèrent souvent des frais supplémentaires. Voilà, donc ça c'est une question très pratico-pratique. Je ne sais pas qui veut y répondre. Serge ou Étienne. Voilà. Je voudrais répondre sur ce point-là. C'est vrai que, en raison du coût des transferts, qui, par exemple, dans notre zone, aussi entre 1,5 et 3,50% du montant à transférer, c'est quand même important par rapport à la période où vous demandez la devise. Ça va de 1,50% à 3,50%. Et ça, la tendance, c'est de dire la part qui doit être réassurée, par exemple de 50%, pourquoi est-ce que l'assuré, le preneur d'assurance, ne paierait pas directement? Sauf qu'au niveau du contrôle, la CIMA et le contrôle de la DA dans nos pays, lorsqu'ils viennent dans nos entreprises, même au niveau des compagnies, des sociétés de courtage, pour faire les vérifications, ils veulent trouver les preuves que la prime émise a été payée. Donc, ils veulent avoir une certaine traçabilité, ils veulent avoir les chèques ou le virement. Et donc, si c'est une portion de la prime qui a été payée, ça pose problème en cas de contrôle par rapport, je dirais, au législateur, donc à la DA, et également par rapport à l'assureur qui pourrait être sanctionné. Et c'est toute la difficulté du problème. Et est-ce que ça ne pose pas un problème sur le règlement du sinistre aussi? Bon, en fait, oui, ça pose un problème sur le règlement du sinistre. On aurait souhaité, ou l'assureur aurait souhaité, par exemple, parce qu'il a payé les 50% directement ou a été payé directement par l'assuré au réassureur, au niveau des sinistres, ça ne coûte pas, soit également, en termes sinistres, soit également payé directement. Mais si la prime est passée ici et qu'il n'y a pas une clause qui dit que l'assureur, le réassureur doit payer directement à l'assuré, ça veut dire que l'assureur local doit exiger le paiement du réassureur et reverser à l'assuré local. Et ça met beaucoup de temps. Le principe, c'est le paiement de la prime en local. C'est ce que le régulateur CIMA exige. Hein. Donc, que la prime soit payée à 100% en local. Et le traitement des sinistres devrait également suivre le même mécanisme. Bon, après, maintenant, dans la réalité, il peut avoir des mécanismes d'accord avec certains partenaires qu'on peut mettre en place, mais toujours dans la conformité avec ce que la réglementation demande. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles. Je compléterai ce que Étienne a dit tout à l'heure, avec un bémol sur la partie de la zone d'Afrique centrale, parce que les retards qui sont donc dus au manque de devises dans les zones sont beaucoup plus accentués dans la zone de l'Afrique centrale que ce n'est le cas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'il a indiqué tout à l'heure. C'est important de le préciser. C'est-à-dire que vous avez deux zones en Afrique, Afrique de l'Ouest, enfin Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Vous avez la zone qu'on appelle la zone XOF, qui est donc la zone UEMOA, et puis vous avez la zone BEAC, qui est la zone XAF, où les remontées des devises sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus compliquées qu'en Afrique de l'Ouest. C'est ce que je tenais à préciser comme élément complémentaire. Pour moi, c'est normal. Il y a encore une remarque. Sur la clause cut-through, est-ce que dans ce cas-là, si on met en place la clause cut-through, est-ce qu'il y a un problème sur le règlement des primes? Oui, les clauses cut-through, ça suppose en fait un accord entre la compagnie locale, qui est la compagnie locale émettrice dans le pays,
Et effectivement, après, ça suppose éventuellement qu'on passe en fait à un moment donné au-dessus d'une entité. Par exemple, ça joue souvent entre un assureur, un réassureur et un rétrocessionnaire, par exemple. S'il s'agit d'un aspect qui est un aspect qui permettrait en fait à un réassureur de payer directement à un assuré, je pense que la question juridiquement est très fragile et ça remet l'idée de dire qu'il est normal que les primes soient payées aux joueurs locaux et qu'il y a un fonctionnement qui est un fonctionnement avec du coup ce que ça comporte aussi comme rémunération de marché local. Donc, que je trouve, en plus, c'est très compliqué parce que ça met en rapport des parties qui sont des parties dans des régimes de droit différents. Et donc, en termes pratiques, je pense que c'est quelque chose qui est très, très difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Il nous reste 5 à 10 minutes, Maxi, pour pouvoir rester dans le délai et retenir votre attention. On est à peu près une cinquantaine à participer à ce webinaire, ce qui est vraiment bien. Est-ce que, avant que Gilbert ne conclue, Lydia, est-ce que tu as une réaction qui te viendrait comme ça, directement, à chaud, à la suite de… Est-ce que ça correspond à une demande? Est-ce que tu attends ? Oui, plus ou moins. Donc, je suis quand même optimiste parce que je me dis qu'il y a quand même des réassureurs et un marché qui se parlent. Serge nous a bien expliqué et nous a rappelé le pourquoi du comment. Étienne nous a expliqué les réformes dans leurs détails. Donc, on a une capture d'écran, une vision. Et je te rejoins, Marc. Heureusement qu'on a un courtier parce qu'aujourd'hui, c'est une usine à gaz. Et je le retiens aussi. Il y a un montage qui est plus financier avec des interventions même au niveau des contrôles des flux des banques. Donc, c'est un montage qui devient de plus en plus financier. Et aujourd'hui, on doit derrière compter sur un courtier expert, comme nous l'a dit Étienne, et des assureurs aussi, comme nous le rappelle Serge, qui sont experts sur des types de risques, sur leur formation de leurs équipes, et qu'on ne soit pas traité comme des flux financiers. Il y a une technicité à avoir. Donc, je suis un peu rassurée, mais je me rends compte aujourd'hui, et souvent, on oublie de la complexité de ce marché-là, même si aujourd'hui c'est précurseur, comme l'a rappelé Étienne, et on est tous admiratifs du système africain, que ce soit du WADA, que ce soit du CIMA, et le fait de pouvoir opérer, c'est d'une limpidité, facilité pour les risk managers d'avoir la même législation qui s'applique à Abidjan, aussi bien au Sénégal qu'au Bénin. Vous imaginez si on n'avait pas CIMA qui harmonisait tout ça, et je le vois, aujourd'hui on opère aussi en Mauritanie, en Algérie, donc on a d'autres zones hors CIMA et souvent je rappelle attention, c'est pas CIMA, tellement que c'est rentré dans notre esprit aussi bien que le WADA. Donc aujourd'hui, moi, à chaud comme ça, j'ai envie de féliciter le courtier et de me rapprocher encore plus de mes courtiers pour faire le point justement sur cette conformité-là et surtout quand on entend question de réassurance, de slip de réassurance. Nous, on est bête et méchant, on donne tout au courtier qui nous fait sa petite cuisine en interne. Il nous dit à qui payer, comment payer. Et dès qu'il y a un sinistre, on s'en remet à lui sur la déclaration du sinistre. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur ces problématiques avec eux et en synergie pour nous mettre à la page. Et c'est pour ça que je vous remercie à tous. Je pense que ce webinaire est vraiment important pour nous. Et à chaque fois qu'il y a une réforme, qu'on ait des interlocuteurs techniciens tels que vous qui puissent nous mettre sur le bon chemin. Après, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans une phase embryonnaire. Comme le disait, je pense que vous le dites tous, hein, que ce soit Serge ou Étienne, et qu'on a besoin de nos réassureurs dans un marché mondial. Et aujourd'hui, il y a le côté panafricain et on pousse pour avoir des assureurs sur le marché. CIMA a donné la cadence. Vous devez avoir un capital social qui montre que vous êtes un assureur et pas un co-assureur, on va dire. Et ça, on en avait parlé avec Serge. Nous, on testera derrière. On sera les premiers groupes implantés en Afrique à faire confiance aux assureurs africains. Et on sait qu'il y en a qui tiennent la route et on le voit sur nos risques locaux. Hein. On est en conformité avec CIMA. On a des programmes internationaux sur certains risques spéciaux, mais on a des programmes locaux gérés par des assureurs africains avec des courtiers africains. Donc, on sait que certains sortent la tête de l'eau. Mais je challenge les deux, l'assureur local, mais qui doit se mettre en conformité, qui doit aujourd'hui accompagner des risques et voir le monde, pas seulement d'un côté africain, mais avec ses partenaires internationaux. Et je rejoins Étienne, la liberté de service, on y va. Et moi, je pense que 10-15 ans, comme on nous l'annonce, c'est trop lent. C'est trop lent par rapport à la réalité du marché. Et le quotidien des entreprises africaines
dans leur gestion des dossiers en cours, c'est trop long. Donc, il faut forcer, il faut se parler avec les régulateurs, parler avec les financiers et vos réassureurs. Oui, vous devez être là et vous, en tant que panafricain et fier de l'être, vous devez aller faire votre marché auprès des réassureurs pour pouvoir, c'est une prestation de service, c'est du business, on n'est plus à l'échelle mondiale, africaine, on n'est pas dans un microclimat, on est un peu comme cette pandémie, elle agit dans tout le monde. Aujourd'hui, les flux, ils passent par l'Afrique, ils peuvent arriver de Chine et aujourd'hui, il faut avoir cette vision mondiale et pas rester, moi j'ai envie de dire au régulateur CIMA, oui, protégeons les flux en Afrique, comme l'Europe le fait, régulons comme l'Europe le fait sur ses marchés, mais soyons encore précurseurs comme l'a toujours fait WADA et allons au-delà et travaillons main dans la main et soyons aussi clients. Soyez les clients de ces réassureurs. Donc, et ce que j'ai envie de dire aussi à ces assureurs et ces réassureurs européens, ne soyez pas les technocrates et Étienne l'a très bien dit aujourd'hui, vous allez voir AXA, ah, moi je ne veux plus les commodities. Demain, oui, je veux faire des commodities. On fait un peu la fine bouche en disant je me place selon mon intérêt personnel. Soit vous êtes des assureurs, soit vous êtes des financiers. Dites-le clairement. Sortez du marché. Ou voilà, aujourd'hui, Étienne me dit très bien, le courtier, aujourd'hui, quand il a un risque, il a des difficultés à le placer. Et on a souvent et des fois, je me demande si on n'a pas intérêt à plus parler avec les réassureurs en direct. Voilà. C'est mon mot de la fin. Merci Lydia, c'est la voix de la vérité du risk manager que tu exprimes. Moi, je rajouterais même que ce que j'ai été pendant longtemps, le risk manager d'un groupe international, a besoin d'entendre ça, a besoin d'entendre ce qu'a dit Étienne tout à l'heure, Simon Somment, en disant qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la réalité du marché africain pour pouvoir placer des montages internationaux. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Mais bon, il est temps de conclure. On a dit beaucoup de choses, le temps passe toujours très vite. Donc, je laisse la parole à Gilbert qui va faire une proposition et en guise de conclusion. Gilbert, je te laisse la parole. Oui, merci Marc. Avant de conclure, je voudrais passer la parole, je ne sais pas si c'est possible techniquement, à Richard Loé, qui est le président du réseau Globus et qui a demandé à intervenir. Alors, je vois qu'il apparaît maintenant à l'écran. Je pense que Richard peut parler si on lui donne le micro ou s'il prend le micro. Voilà. Richard, il n'a pas son micro ouvert. Est-ce qu'il faut lui autoriser le micro, Viviane? Normalement, le micro est ouvert. Richard, il faudrait que tu cliques à gauche pour ouvrir ton micro. Oui, voilà. Oui, allô? Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. On t'entend. OK. Oui, merci Gilbert, merci Marc, merci à tous les panélistes. Et vraiment, j'ai suivi avec évidemment beaucoup d'attention et d'intérêt tout ce qui a été dit. Le thème était passionnant. Et bravo à Franco-Risque d'organiser ces webinaires. Hein, et je suis sûr que nous sommes nombreux à les suivre avec beaucoup d'intérêt. Le sujet qui a été débattu ce matin est un sujet éminemment important, que celui justement de l'adaptation à l'évolution de la réglementation en zone CIMA, parce que c'est vrai, c'est une réglementation qui évolue beaucoup. Je crois qu'Étienne a bien résumé les axes essentiels qui concernent aussi bien le niveau du capital social que l'article 313 sur le cash before cover et que surtout l'article 308 portant sur la réassurance à l'extérieur, qui est un point primordial. Parce que comme Serge et Étienne l'ont dit, c'est vrai que nous sommes un certain nombre de groupes panafricains qui, évidemment, essayons d'apporter des solutions à des demandes de nos clients et partenaires, donc risk manager, comme Lydia l'a bien expliqué. Nous comprenons tout à fait la problématique, mais sur nos marchés, nous sommes un certain nombre de groupes aujourd'hui vraiment qui avons de manière permanente le souci d'abord d'étoffer nos ressources humaines en technicité parce que, comme Étienne l'a dit, c'est quelque chose d'essentiel. Comprendre toutes les demandes
qui sont faites aussi bien par les courtiers que par les risk managers. Et je pense que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui au niveau de plusieurs groupes africains. Et les dernières augmentations de capital qui ont été mises en place par le régulateur, bon, on est tous informés du différé concernant la deuxième phase d'augmentation dont Étienne a parlé à 2024 pour cause de Covid. Mais toute cette évolution a surtout pour but d'essayer de consolider les marchés, de faire que sur les marchés, on ait des acteurs de plus en plus professionnels. Et ces acteurs professionnels pourraient également attirer de plus en plus d'acteurs de réassurance internationaux, parce que ce n'est pas avec une augmentation de capital à 5 milliards CFA que nous allons forcément multiplier par 10 notre capacité de rétention sur des risques d'ampleur, bien évidemment. Mais de plus en plus, nous avons aujourd'hui la possibilité de travailler sur le marché avec des acteurs internationaux de réassurance de plus en plus présents. Et les soucis que nous avons, ce que Serge expliquait, les soucis de transfert sont réels. Nous espérons qu'ils soient passagers. Ils sont passagers notamment dans les deux zones monétaires, hein, aussi bien au niveau de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique centrale, plus en Afrique centrale actuellement, mais lié simplement au fait qu'en Afrique centrale, la Banque centrale a laissé apparaître une crise de devises un peu plus forte qu'en Afrique de l'Ouest. On espère que tout cela va se rétablir pour que les transferts en faveur de nos réassureurs et en faveur de nos clients en paiement de sinistres soient aussi fluides que par le passé. Et en tous les cas, nous y travaillons. Mais les montages des programmes, et je crois que Étienne et Serge ont bien expliqué dessus, et vraiment, nous, acteurs panafricains, nous sommes de plus en plus à même de faire ces montages-là. Avec les rétentions locales qui sont indiquées, 50% sur les risques dans la plupart des branches, je ne parle pas des branches dans lesquelles le régulateur n'autorise même pas 1% de cession tels que la vie, le transport, l'automobile, évidemment. Mais sur les risques essentiels techniques, c'est vrai que les montages qui sont aujourd'hui faits nous permettent d'avoir la possibilité de donner satisfaction à nos clients. Je ne voudrais pas allonger plus. Je sais combien Marc et Gilbert avaient raison, tiennent au respect du timing. Je voulais juste vraiment les féliciter de l'organisation de ce webinaire, dire, comme Lydia l'a dit, vraiment que le thème était passionnant, féliciter les trois panélistes de la qualité de leurs interventions. Voilà. Je te remercie, Gilbert. Merci Richard pour cette intervention. Donc, je vais donc conclure parce qu'effectivement, nous avons largement débordé et je remercie tous les participants pour d'être toujours présents sur ce webinaire. Pour conclure, je dirais que quand j'ai commencé mon introduction, je parlais d'optimisme. Je parlais d'optimisme pour cette année, que je souhaitais que cette année soit une année optimiste. Et je crois que vous nous l'avez démontré, puisque vous nous avez montré qu'il y avait de quoi être optimiste sur l'évolution du marché des assurances en Afrique. Alors, ceci étant, ce que l'on constate, c'est qu'il y a vraiment un écart, j'allais dire, entre les grandes décisions macroéconomiques et les grandes orientations qui sont décidées au niveau des grands intervenants que sont les régulateurs et les autorités de compétence. Mais et il y a un gap, on dirait, quand on descend au niveau microéconomique, comme l'ont démontré Lydia et Étienne Saubian, où on aperçoit quand même que par moment, ça chope, ça accroche. Et donc, on retient évidemment, et on est tout à fait d'accord avec l'idée, avec cette volonté de consolider le marché africain, mais il est certain que pour que ce marché soit consolidé, il faut aussi qu'il soit efficient.
Et si on veut qu'il soit vraiment efficient, enfin, je crois que tout le monde l'a dit, il faut aussi qu'il y ait une plus grande fluidité, notamment dans les mouvements de capitaux, qu'ils soient dans un sens comme dans l'autre, puisque le cash before cover impose pour les assurés de mettre rapidement l'argent au niveau de l'assureur local. Mais le règlement de sinistre, parfois, met beaucoup plus de temps pour remonter dans l'autre sens parce qu'il y a des contraintes administratives, dira-t-on, qui gênent parfois le règlement, et ces frottements créent une gêne. Au-delà déjà de la mise en place des couvertures telles que l'a bien expliqué Étienne, et c'était vraiment très intéressant de voir de quelle façon il était obligé d'aller faire son marché, c'est le cas de le dire, pour pouvoir trouver le bon assureur qui donne la bonne couverture dans un souci de bonne compliance, comme l'expliquait aussi Lydia. Je pense qu'au-delà de ça, il faut aussi qu'il y ait la sécurité pour l'assuré, pour le risk manager, que ces sinistres seront payés. Donc, tout ça pour expliquer que nous, au niveau du club, nous mettons en relation donc, tous les acteurs, comme on l'a vu aujourd'hui, qu'ils soient risk manager, courtier, assureur et assureur, et nous voulons non seulement travailler à cela, mais je pense que notre rôle, c'est d'être une force de proposition. Et je profite de cette occasion et de cette série de webinaires pour dire qu'en ayant écouté les uns et les autres et en préparant cela et en étant d'accord d'ailleurs avec les panélistes, nous proposons au niveau du club de faire une recommandation aux autorités de la CIMA et aux autorités monétaires des différentes zones pour qu'ils se coordonnent, je dirais, pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau des rétentions de devises dans un sens ou dans l'autre. Et donc, prochainement, nous allons faire une adresse aux autorités pour expliquer les besoins des risk managers, des assurés, d'être rassurés et donc de leur demander de faciliter la circulation des flux, puisque finalement, on a la chance, tout le monde l'a dit, et c'est la vérité, d'avoir une zone extraordinaire de dynamisme avec la zone OADA, la zone CIMA, et d'avoir des organisations qui existent déjà dans cette Afrique de l'Ouest et dans cette Afrique centrale, avec la BCAO et l'UOMA, etc. Et donc, je pense qu'il faut que tous ces acteurs, disons, institutionnels, se coordonnent, se mettent autour d'une table pour vraiment voir de quelle manière ils peuvent faciliter la régulation des flux et de manière à arriver à ce que Serge évoquait, à terme une LPS, ce qui serait l'idéal pour cette zone. Mais déjà, dans un premier temps, que l'on puisse avoir, nous les risk managers, la sécurisation de la remontée des flux dans un sens comme dans l'autre. Voilà un peu la recommandation que nous allons faire dans les prochains jours de la part du club Franco-Risque, qui est quand même un club qui a la chance de réunir non seulement les risk managers, mais les courtiers, les assureurs, les réassureurs, c'est-à-dire tous les acteurs du risque dans la zone francophone. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie tous pour votre participation active. Je remercie nos panélistes qui ont été épatants, comme d'habitude. C'est les meilleurs panélistes qu'on ait jamais eus. Non, je dis ça à chaque fois, non, c'est pas vrai. Mais encore un grand merci parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Ça fait 3 webinaires que nous réalisons avec vous. Et je remercie tous les participants à cette série de webinaires. Il y en aura d'autres dans le courant de l'année 2021 sur d'autres sujets que nous annoncerons plus tard, mais il y en a un déjà dont nous avons déjà parlé, ce sera celui de la prévention, bien évidemment. Encore une fois, merci à tous et puis à la prochaine, à notre prochain webinaire. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.